Manifeste pour briser les chaînes de l'usure de Gottfried Feder, deuxième partie. Courbe du capital industriel et du capital financier. Les deux courbes tracées en gras sont les courbes des intérêts de prêt. La courbe supérieure montre la progression de la fortune des Rothschild et la courbe inférieure, d'abord plate et puis montant rapidement, montre d'une manière très générale l'évolution caractéristique de ce genre de courbe, chez lesquelles les ordonnées doublent alors que les abscisses restent constantes. La ligne en pointillé montre la courbe de progression de toute notre industrie au cours des 40-50 dernières années. Les lignes fines, tracées séparément en pointillé, montrent l'évolution d'une série de grandes entreprises industrielles prises au hasard, desquelles se déduit le caractère général de la courbe en pointillé du capital industriel. Il faut précisément remarquer que les courbes ne sont pas tracées à l'échelle et que surtout les courbes du capital financier apparaissent fortement compressées. Ainsi, par exemple, la courbe de la fortune des Rothschild face à celle des Krupp devait être au moins 80 fois plus grande. Le propos du tracé des courbes est seulement de démontrer la différence fondamentale de l'essence de ces deux sortes de capitaux. Les courbes du capital financier révèlent d'abord une progression à la hausse très lente. Ensuite, la progression s'accélère jusqu'à ce qu'elle, tout en allant de plus en plus vite et en s'emparant de tout, s'élève démesurément en insultant à tout entendement humain et tend à l'infini. La courbe du capital industriel ne tend pas en revanche à l'infini. Le cours de la courbe peut, dans certains cas, accuser de fortes divergences, mais en général, l'essence fondamentale de l'évolution du capital industriel sera toujours de telle sorte qu'après une progression initiale importante, il s'ensuit un certain temps de maturité et après de saturation. À ces deux moments succède ensuite, lentement ou rapidement, une dépression. Le moyen radical. Rien ne nous montre aussi clairement la différence essentielle entre le capital financier et le capital industriel. Rien ne nous enseigne plus clairement de cette confrontation la différence entre les effets funestes des intérêts bancaires et les gains des dividendes du capital industriel investi avec force, risque et placé dans de grandioses réalisations industrielles. On n'insistera pas assez sur le fait que la connaissance des lois mathématiques sur lesquelles le capital financier et industriel se fonde nous montre la voie unique et sans détour où le levier doit être enchâssé pour que nous réalisions une révolution dans la gestion de nos finances ruinées. Nous reconnaissons clairement que ce n'est pas l'économie capitaliste, que ce n'est pas le capital en soi et comme tel qui est le fléau de l'humanité. Le besoin intarissable d'intérêt du grand capital financier est la malédiction de toute l'humanité laborieuse. Briser les chaînes de l'usure est le sens possible et raisonnable d'une révolution mondiale. Le capital est nécessaire, le travail est nécessaire. Le travail seul peut peu de choses, le capital seul ne doit rien pouvoir. Le capital, sans travail, doit rester stérile. C'est pourquoi l'exigence la plus importante, la tâche la plus noble de la révolution, l'objectif le plus sage d'une révolution mondiale est d'anéantir notre asservissement à l'usure. La fortune de la maison Rothschild est estimée à 40 milliards. Les milliardaires de la haute finance américaine, les sieurs Kahn, Loeb, Schiff, Speyer, Morgan, Vanderbilt, possèdent ensemble une fortune estimée entre 60 et 70 milliards, avec un intérêt à 5%. Cela signifie un revenu de 5 à 6 milliards pour ces 8 familles. C'est presque autant que d'après les analyses de Helfferich en 1912, le produit annuel des impôts de 75% des contribuables prussiens. Il y avait à l'époque à peu près 21 millions de contribuables recensés. 75% de ces derniers font à peu près 15 millions. À chaque contribuable recensé correspond en moyenne 1,56 membres, ainsi donc 23 millions de membres. Environ 38 millions d'Allemands ont donc dû vivre avec ce que les milliardaires subventionnés perçoivent comme revenu en une année. Les milliardaires américains ne sont certainement pas dans ce sens de purs banquiers spéculateurs comme la maison Rothschild, etc. Et je ne veux pas aussi surtout pas vétiller pour savoir si les milliardaires américains sont des milliardaires à 100 millions de dollars ou véritablement des milliardaires à 1000 millions de marks. Dans le premier cas, on devrait compter en sus encore 1 ou 2 douzaines de Crésus. Ou prenons maintenant les 300 de Rathenau,
Alors, dans ce cas, notre compte est exact. Il importe peu de donner ici un chiffre précis, mais l'ordre de grandeur reconnu de 300 à 38 millions nous ouvre les yeux sur le despotisme du capital financier international. C'est pourquoi nous secourons d'un coup ces fers atroces qui étouffent tout travail actif. Nous arracherons à l'argent de pouvoir d'enfanter des intérêts toujours et encore jusqu'à la soumission totale de l'humanité tout entière aux intérêts du capital financier international. Ces 3 points sont donc ceux qui, pour la première fois, nous ont montré clairement l'endroit où devaient porter nos efforts efficaces, si l'on voulait remédier aux difficultés de nos finances publiques. D'autre part, nous nous apercevons que les multiples attaques de l'ensemble de la pensée socialiste contre le capital industriel sont complètement déplacées et erronées par un contrôle parfait et élaboré ou une socialisation de l'ensemble des bénéfices des entrepreneurs à condition que l'économie se meuve dans une période faste rapporterait un montant faible et ridicule, comparé aux énormes charges grevant le budget de l'État fédéral et des États fédérés. Avec la rupture des chaînes de l'usure, on peut remédier d'un coup à la situation déplorable de nos finances. En une fois, nous touchons de nouveau la terre ferme sous nos pieds. En une fois, nous devons commencer à comprendre et nous commencerons à comprendre que nous n'avons abusé que nous-mêmes, d'une manière vraiment grotesque, avec cette funeste économie bancaire. L'emprunt de guerre fut une escroquerie du veau d'or. Qu'est-ce donc que le capital financier, sinon autre chose que des dettes ? Le capital financier, ce sont des dettes. On ne le répétera jamais assez. Quelle aberration lorsque le peuple allemand, dans sa totalité, a dû trouver ailleurs 150 milliards pour sa guerre. Qu'il a escompté pour lui-même un revenu d'intérêt de 7,5 milliards et maintenant se sent confus d'avoir été plongé dans cet embarras bien naturel dès le début, puisqu'il doit recouvrer chez lui ces 7,5 milliards sous la forme d'impôts astronomiques. Le tragique de cette illusion imposée à soi-même réside cependant moins dans l'ineptie de toute cette économie d'emprunt de guerre, grâce à laquelle nous avons pu tenir longtemps sur le front, que plutôt dans le fait que seul un relativement petit nombre de grands capitalistes en retire un profit énorme, alors que l'ensemble du peuple, travailleurs, les petits et moyens patrons inclus, ainsi que le commerce, l'artisanat et l'industrie doivent payer la note des intérêts. Et ici se manifeste au grand jour la facette politique de toute cette idéologie. Vous pouvez reconnaître ici que le grand capital financier, et uniquement lui, constitue en fait le fléau de l'ensemble de l'humanité laborieuse. On peut tourner et retourner la chose comme on veut. C'est la masse de tous les producteurs actifs qui devra toujours en dernier lieu prendre en charge le paiement des intérêts du capital financier. Les petits et moyens patrons n'ont rien de leurs beaux intérêts, ne peuvent en avoir car le montant des intérêts leur est pris intégralement par les impôts. Que ce soit sous la forme d'impôts directs ou par la voie des impôts indirects, des timbres, de taxes ou diverses redevances sur les voies de communication, c'est toujours le peuple laborieux, le dupé, et le grand capital, le bénéficiaire. La sainteté de l'intérêt et la superstition du veau d'or. Il est à présent tout à fait étonnant de voir comment toute la pensée socialiste issue de Marx et d'Engels, portée sur des fonds baptismaux avec le manifeste du Parti communiste et le programme d'Erfurt, notamment Kautsky, ainsi que les caciques socialistes actuels, se mettent au garde à vous comme à l'armée sur ordre d'un supérieur devant les intérêts du capital financier. La sainteté de l'intérêt est le tabou, l'intérêt est le saint des saints. Personne n'a encore osé y attenter, alors que la propriété, la noblesse, la sécurité des personnes et des biens, les droits de la couronne, les privilèges, les convictions religieuses, le code d'honneur des officiers, la patrie et la liberté sont peu ou prou éprouvés, l'intérêt, lui, demeure saint et inexpugnable. Les confiscations de fortune, les socialisations sont à l'ordre du jour. Par conséquent, des violations juridiques manifestes qu'on peut certes quelque peu minimiser parce qu'elles ne sont commises sur l'individu qu'au nom du prétendu intérêt commun. Tout cela est autorisé, mais l'intérêt est le noli me tangere. Le ne me touche pas. Le paiement des intérêts de la dette du Reich est l'alpha et l'oméga du budget de l'État. Son poids gigantesque attire le bateau de l'État dans l'abîme et pourtant tout cela n'est qu'escroquerie. Cette monstrueuse négation de la réalité est forgée uniquement et seulement au bénéfice des grandes puissances financières. Je voudrais tout de suite aborder brièvement les objections relatives aux petits retraités dont nous devrons discuter plus tard, afin que l'idée de leur indemnisation ne reste cependant pas en suspens.
Ces objections ne rentrent pas en ligne de compte quand l'on considère les grandes questions économiques. Et c'est bien naturellement que pourvoir à ces indemnisations se réalisera en achevant de mettre en place un système d'aide sociale. Escroquerie, disais-je, escroquerie à l'intérêt. Une parole dure, mais si ce mot peut être justifié, qui était sans doute pendant la guerre sur le champ de bataille et dans la patrie sur toutes les bouches, alors il est justifié avant tout pour l'escroquerie à l'intérêt. Quid cependant avec les emprunts de guerre? Le Reich a pris dans les poches du peuple avec les 5 premiers milliards les économies réellement existantes dans le pays. L'argent revint dans l'économie. Ensuite vint le nouvel emprunt, qui aspira de rechef l'argent et encore les dernières économies subsistantes. Et la pompe revint, aspira les millions. Et ces derniers se réduisirent de nouveau à la portion congrue, jusqu'à ce que le Reich, après que ce jeu charmant fut réitéré 9 fois, fit 100 milliards de dettes. Pour cela, le peuple avait assurément 100 milliards de beaux papiers imprimés entre les mains. Tout d'abord, nous nous sommes imaginé que nous étions devenus aussi riches que cette somme nominale. Maintenant, l'État arrive et dit « Je m'apprête à faire banqueroute ». Oui, pourquoi donc? Moi-même, je ne puis faire pourtant banqueroute si je mets tout le temps un billet de 100 marks de la poche droite de mon pantalon dans la poche gauche de celui-ci. Ce serait toutefois la plus grande des folies de montrer l'insanité de notre économie d'emprunt de guerre en nous déclarant en faillite. Brisons les chaînes de l'usure, déclarons les titres des emprunts de guerre comme moyens légaux de paiement en supprimant les intérêts, et comme la neige de mars caressée par le soleil, le cauchemar de la banqueroute de l'État s'éloignera. On m'a dit que la suppression des intérêts était une banqueroute qui ne disait pas son nom. Non, ce n'est pas vrai. Le spectre de la banqueroute de l'État n'est en fait qu'un épouvantail pour les enfants et leurs nourrices, controuvés par les puissances du veau d'or. Le livre de F.R. Rohr, ce que chacun doit savoir de la banqueroute de l'État, est complètement nourri de raisonnements typiques du veau d'or, bien que l'auteur en général reconnaisse très clairement les dangers que fait peser la socialisation sur notre économie. Et quelle que soit l'exactitude de ces remarques sur le fait qu'en dernier recours, seule une reconstruction de notre économie pourra nous sauver, il ne peut se départir de cette superstition, de cette sainteté de l'intérêt, et nous campe ainsi la banqueroute de l'État totalement à l'avantage du veau d'or, comme une catastrophe totalement effrayante. C'est très intéressant d'entrevoir comment Rohr, malgré de meilleures connaissances historiques, ne peut lui non plus pas se départir du veau d'or, et il fait cette remarque dans sa péroraison. Si la catastrophe économique destructrice ne peut pas être évitée, alors aucun ne sera épargné par elle. Alors qu'il confesse, page 80, que les conséquences des mauvaises gestions concernant le budget de l'État aient été en partie très vite neutralisées, et que page 68 puisse-t-il en être ainsi en tous les cas, la Russie dans le dernier siècle XIXe a surmonté ces crises sans désordre persistant. Page 76, il dit en résumé dans ses analyses des effets d'une banqueroute de l'État que des désordres profonds sont certes survenus, mais que ceux-ci n'ont entraîné ni la destruction de l'État ni la destruction de ses forces économiques. Bien au contraire, continue-t-il, on a observé assez fréquemment un peu après une renaissance de l'économie et un assainissement réussi des finances publiques. Si on suit ensuite l'auteur, 3 lignes plus bas, on peut lire que la banqueroute de l'État signifie obligatoirement une catastrophe économique et conduit à une misère infinie. Je regrette de ne pas pouvoir partager sa logique. La banqueroute de l'État est le salut de l'économie nationale, mais de retour à notre cas singulier. Qu'est-ce qui est vraisemblablement le plus honnête ? Parler d'une manière pharisienne de l'intangibilité des emprunts de guerre et en même temps accabler le peuple par une pression fiscale exorbitante, ou, si un ministre des Finances en avait le courage, s'il allait au-devant du peuple pour lui déclarer ouvertement « Je ne puis payer les intérêts pour les emprunts de guerre », ou alors seulement si je recouvre précisément autant d'impôts versés par vous. Mais quand j'ai, à l'époque, pendant la guerre, disposé de plus d'argent, quelque chose de plus avisé, comme faire l'Angleterre, ne m'a pas traversé l'esprit, et ainsi j'ai commis l'escroquerie des emprunts de guerre à fort taux d'intérêt. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes, tout cela était finalement pour vous, mais ne jouons plus à cache-cache. Moi, l'État, je ne paye plus d'intérêts, et toi, contribuable, tu n'as plus besoin de payer des impôts pour le paiement des intérêts.
Cela signifie considérablement nos affaires. Cela nous économisons l'appareil administratif énorme des impôts et tout aussi bien l'organisation imposante du service des intérêts, partant une masse colossale d'argent et de personnel. Je me suis affligée longtemps de la découverte de cette escroquerie, mais je considère comme fondamental de ne perdre à aucun moment la vision de l'ensemble. Le cercle de personnes, ceux qui supporteraient tout le poids de cette misère, disons donc ceux revenus d'activité de 1500 marques, qui ont touché plus de 30 000 marques de rente en capital d'après leur déclaration d'impôt, sont 822 d'après les services des impôts bavarois, c'est-à-dire seulement 0,4% des contribuables. On peut dès lors considérer que leur nombre ne dépassera pas 10 000 personnes, la haute société, pour toute l'Allemagne. Nous voulons succinctement nous rendre compte des aspects importants de cette revendication révolutionnaire, c'est-à-dire que nous voulons tout d'abord considérer la question de notre point de vue national. Nous avons besoin au premier chef d'une vision claire de notre situation actuelle. Le secrétaire d'État Schiffer l'a déclaré incalculable, insaisissable, dans son grand discours à la Chambre de commerce de Berlin. Cela est partiellement vrai. Incommensurable est l'endettement titanesque de notre économie, la dévaluation inouïe de nos moyens de paiement, en un mot le fait que nous soyons devenus en une nuit un peuple pauvre. Il est néanmoins impossible d'estimer la somme des charges qui nous sont imposées par la conclusion de la paix. Les reconnaissances de dettes déjà existantes se chiffrent, comme nous l'avons vu, à près de 250 milliards. Nous supposons même que l'entente va encore nous imposer 50 milliards pour indemnisation de guerre, sous n'importe quelle forme. Tout cela fait donc à peu près 300 milliards de dettes. Bien qu'il soit si difficile de traiter ce sujet dans le cadre étroit de ce traité, il faut mentionner dans ce passage l'ordre de grandeur de la richesse nationale. Les analyses d'Elferich et de Steinmann-Bücher évaluent la richesse nationale de l'Allemagne à environ 350 milliards. On ne peut prêter à de telles observations qu'une valeur partielle, quelle que soit la prudence avec laquelle elles furent établies. Elles ne valent que pour les périodes de prospérité, mais ces observations sont là encore spécieuses, puisque les possessions de l'État et des municipalités sont incluses dedans, comme par exemple les canaux et les routes. Il est certain que la réalisation de tels travaux a coûté beaucoup d'argent, mais ils n'ont en fait aucune valeur propre, un meilleur étalon de mesure pour évaluer le niveau de la richesse nationale et la prétendue fortune imposable, comme elle résulte des déclarations d'impôts pour la contribution à la guerre ou l'impôt sur les bénéfices de guerre. Cela donne ici une somme totale de 192 milliards, beaucoup moins que les calculs de Elferich. On peut rajouter à cette somme encore une majoration. D'après notre expérience d'environ 10% pour les petites fortunes non soumises légalement au fisc, et également environ une grosse majoration pour les réserves silencieuses. En tout état de cause, il paraît utopique d'évaluer une fortune nationale supérieure à 250 milliards. Encore ce chiffre n'a-t-il qu'une valeur partielle. Le plus juste serait de toute façon d'en finir avec l'idée d'une fortune nationale que l'on ne pourrait connaître qu'avec des chiffres. Il faudrait parvenir à la conclusion que la fortune nationale gît uniquement dans la force de travail intellectuel et manuel de toute la nation. Cette fortune nationale appartient donc à des ordres de grandeur qui n'ont strictement rien à voir avec la notion étroite de capital. Nous devons aussi entrevoir une autre source de la richesse nationale dans l'existence de ressources minières, de nombreuses forêts et de terres fertiles. Mais voilà, ces éléments ne se laissent pas appréhender par les chiffres, parce qu'ils oscillent entre 0 et l'infini. Les richesses minières peuvent être en effet non exploitées, alors que l'on sait, grâce aux expertises géologiques, que des milliards de tonnes de charbon et d'autres minerais sont enfouis sous terre. Nous ne voulons pas oublier que l'Allemagne est en réalité un pays pauvre. Elle ne possède vraiment aucun monopole. En richesse, elle le cède largement à la plupart de ses voisins, sans parler des ressources insoupçonnées des empires chinois, indiens et américains. Quant à la fertilité du sol, elle le cède encore largement aux contrées bénies que sont les terres noires russes, les régions tropicales et subtropicales où tout pousse facilement. Il ne nous restera donc toujours en dernier ressort que notre force de travail, la volonté de labeur de notre peuple, ainsi que l'existence de suffisamment de travail. Nous devons comprendre que dans cette situation d'emprunt réel, il ne peut être question de sécurité réelle pour nos titres de dette.
que ce soit les emprunts de guerre soumis à intérêt ou les billets de banques nationaux non soumis à intérêt. C'est la capacité fiscale du peuple tout entier qui se trouve uniquement et seulement derrière eux et les soutient. Et qu'est-ce que la capacité fiscale, sinon autre chose que le rendement productif de toute la population active? Nous devons maintenant commencer brièvement à saisir une autre problématique abordée ici, à savoir les sources principales des recettes de l'État et les postes des dépenses. Il existe un contraste curieux entre le vaste espace que la question de se procurer de l'argent prend dans notre vie privée et l'intérêt que nous témoignons aux grandes questions relatives à la gestion des finances de l'État. Et pourtant, il n'existe vraiment aucune différence essentielle entre l'économie domestique et l'économie politique. Les postes principaux des revenus de l'État sont premièrement les bénéfices des postes et des chemins de fer, deuxièmement les revenus des mines, des eaux et forêts et de quelques autres entreprises publiques, troisièmement les douanes et les impôts indirects. Et quatrièmement, les impôts directs. Je veux, pour ne pas me livrer à une controverse uniquement théorique sur une question pratique aussi éminente, brièvement expliquer à l'aide du budget de l'année 1911 du royaume de Bavière, les différents postes d'après leur ordre de grandeur respectif. La poste, les télégraphes et les chemins de fer rapportèrent 120 millions, les eaux et forêts, les mines, etc. environ 40 millions. Les impôts indirects 53 millions, les impôts directs 60 millions. Encore 67 millions vinrent de taxes sur les timbres et cachets, de droits divers, d'impôts sur les successions, de fonds fédéraux, de péréquations, de virements de l'État fédéral, etc. Comment se présentent maintenant les dépenses? Nous trouvons ici à la première place les dépenses pour le paiement des intérêts de la dette du royaume, le service de la dette. Les emprunts pour la construction des chemins de fer inclus, avec 85 millions. Pour la maison royale, 5 millions. La justice, 27 millions. L'administration territoriale, 40 millions. Les églises et les écoles, 51 millions. L'administration des finances, 13 millions. Les contributions aux dépenses fédérales, 50 millions. Les retraites, 36 millions. Diverses dépenses, 5 millions. Un excédent de recettes de 27 millions a équilibré le budget de l'époque, dans cette heureuse année des finances bavaroises. Ne nous intéresse cependant, dans le cadre de notre idée générale, que les dépenses qui peuvent être supprimées en brisant les chaînes de l'usure. Ici, il y a en premier lieu évidemment la dépense pour le règlement des intérêts de la dette publique, service de la dette de 85 millions. À cela, rajoutons la plus grande partie de notre dépense pour l'administration des finances, avec environ 10 millions. Ensuite, une grande partie des contributions aux dépenses fédérales que nous évaluons à la moitié, avec 25 millions. Et enfin, les dépenses de la Maison royale de Bavière, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, avec 5 millions. Tout cela additionné fait 125 millions. Déjà avant la guerre, on aurait pu, avec des finances bien gérées, renoncer à tous les impôts directs et indirects. L'annulation de ces postes signifie la possibilité de renoncer à la perception de tous les impôts directs et indirects qui, comme nous l'avons vu, rapportèrent 53 et 60, soit au total 113 millions. Nous ne sacrifions en aucun cas à l'avis qu'il faudrait abolir complètement les impôts directs et indirects. Versés dans des limites raisonnables, ils ont indubitablement une fonction éducative et d'autre part une fonction régulatrice. Il est juste et équitable que le revenu d'une propriété viable soit soumis à un impôt modéré et progressif. L'État doit assurer avec ses moyens la protection de la propriété et chacun a le droit de jouir de celle-ci paisiblement. Il apparaît tout aussi à propos que le commerce et l'industrie, par les bénéfices qu'ils réalisent, soient mis en contribution proportionnellement à l'importance de ces derniers. L'État doit aussi pour eux veiller à l'entretien et à la construction des voies de communication. Un impôt minimum par tête pour chaque électeur est également une exigence de justice, car on exige aussi de l'État la garantie de la sécurité des personnes et des biens. Dans le domaine des impôts indirects, une amélioration et une augmentation conséquente de l'imposition des biens de leur luxe pur pourraient avoir des effets régulateurs au meilleur sens du terme, alors que tous les biens de première nécessité et les produits d'alimentation de base du peuple pourraient ne pas être imposés.
La conséquence d'une telle politique fiscale serait moins à chercher dans un haut rendement financier. Il ne peut en être question puisqu'elle doit être pour la grande masse de la population non comme une véritable charge fiscale, mais un rappel que l'homme n'est pas seulement un individu, mais aussi un citoyen et qu'en dehors de ses droits de citoyen, il a aussi des devoirs de citoyen. Le rendement des impôts doit moins servir à alléger la charge fiscale des entreprises publiques. Leurs revenus, comme nous l'avons vu, suffisent pour couvrir les dépenses régulières de l'État, pour l'éducation, la formation, la justice, l'administration civile, etc. Les impôts devraient être utilisés pour encourager et faire la promotion de certaines missions de l'État pour lesquelles, dans le cas du budget régulier de celui-ci, il n'y a jamais de moyens correspondants prévus. Je pense ici au premier chef aux pouponnières, aux établissements pour invalides et aveugles, aux crèches, à la protection de la maternité, au combat contre la tuberculose, l'alcool et les maladies vénériennes, à l'établissement de cités-jardins et de lotissements, en particulier pour le logement et la digne assistance de nos blessés de guerre. Notre horizon s'étend, nous voyons des nouvelles terres. L'abolition de tous les impôts pourrait-elle signifier la rupture avec les chaînes de l'usure? Elle le serait si notre peuple était sorti vainqueur de ce combat de titans. Ainsi n'excultons trop tôt. Et les charges qui nous ont été imposées par nos ennemis vont d'ailleurs y pourvoir. Mais en tout cas, nous entrevoyons des terres inconnues en raison des considérations très simples qui viennent d'être faites à propos du budget de l'État bavarois. Dans les grands traits, nous voyons des rapports tout à fait semblables dans les autres États allemands fédérés, et l'on ne répétera jamais assez que les excédents des entreprises publiques, dont les chemins de fer, les postes, les télégraphes, les eaux et forêts, les mines, etc., pourraient couvrir sans difficulté toutes les dépenses publiques pour l'ensemble de la justice, de l'administration civile, les chantiers de l'État inclus, toutes les dépenses pour l'éducation et la formation, ainsi que les cultes. Donc, une situation presque idéale. L'intérêt renchérit tout. Pourquoi n'en-t-il pas ainsi? L'intérêt s'est introduit subrepticement. À cause du paiement des intérêts, le prix des denrées alimentaires augmente pour le peuple. À cause de l'intérêt, le sucre, le sel, la bière, le vin, les allumettes, le tabac et d'innombrables autres articles de première nécessité sont soumis à des impôts indirects. À cause des intérêts, des impôts directs doivent être levés, lesquels se divisent en impôts fonciers, qui se répercutent dans l'augmentation du prix des céréales, en impôts sur la propriété bâtie qui favorise la hausse du prix des loyers, en taxes professionnelles qui grèvent le travail créateur, en impôts sur les revenus qui réduisent le train de vie des fonctionnaires et de tous ceux qui perçoivent un salaire fixe. Finalement, tout à la fin, modéré dans le don et insatiable quand il s'agit de prendre vient le capital financier, avec l'impôt sur la rente du capital. Dès 253 millions perçus au titre des rentes sur le capital en Bavière, sur la foi des déclarations d'impôts de l'année 1911, il fut versé à l'État au total 8,1 millions d'impôts. Nous avons vu que toute rente sur le capital, tout intérêt sur le capital doit être en dernier lieu exclusivement supporté par le travail du peuple tout entier. Nous avons vu que le paiement des intérêts pour les dettes publiques constituait le plus grand poste dans le budget de l'État, et nous avons vu que les contribuables qui percevaient des rentes sur le capital n'apportaient qu'une contribution très modeste aux recettes de l'État. Pour ce qui concerne le montant total des impôts directs perçus en Bavière dans l'année 1911, qui est de 60 millions, le capitaliste, selon l'ordre de grandeur, paye avec ses 8 millions seulement 1,8e jusqu'à 1/6e de cette somme. Les impôts directs constituent d'après l'ordre de grandeur 1/5e de toutes les recettes de l'État. Ainsi, le capital financier ne produit environ qu'une allocation couvrant 1/30e à 1/48e de tous les besoins de l'État. Il ne faut pas nier que la législation fiscale a mis fortement à contribution, notamment dans les dernières années de la guerre, les rentes sur les capitaux, mais la plus forte imposition indirecte a si passablement suivi le rythme que le rapport des grandeurs s'est à peine déplacé. Le tableau devient tout simplement atroce quand nous considérons le budget du Reich. Ici, les rapports en eux-mêmes sont déjà beaucoup moins favorables. L'État fédéral n'a pas les ressources en impôts que possèdent les différents États fédérés. Les impôts directs sont réservés aux États fédérés. Les entreprises publiques du Reich se limitent à la poste fédérale et aux chemins de fer fédéraux. Mais attention, sans les chemins de fer prussiens, il ne reste ainsi que les douanes et les impôts indirects. Les ordres de grandeur de ces sources de recettes du Reich, de l'État fédéral,
voire l'annuaire statistique pour le Reich allemand de l'année 1917 et 1918, était pour l'année 1915 de 1 milliard pour la poste fédérale et les chemins de fer, de 0,7 milliard pour les droits de douane, 1 milliard pour les impôts indirects, 0,8 milliard pour des recettes particulières, contributions à la défense, frais d'immatriculation, etc. Ici encore, nous avons le même tableau. Le règlement des intérêts de la dette du Reich en engloutissait dès l'année 1915 le tiers, soit 1,3 milliard. Aussi ici, le capital financier s'est de rechef introduit dans la place. Aussi ici, il sollicite pour sa satisfaction tous les impôts indirects. Le sucre rapporte 163 millions, le sel 61 millions, la bière 128, le tabac, l'eau de vie, le vin mousseux, les moyens d'éclairage, les allumettes, les jeux de cartes et un nombre infini d'autres petits expédients fiscaux devaient servir à réunir péniblement 1 milliard qui passe ensuite complètement dans les poches des capitalistes. Aujourd'hui, la prise en charge des seuls intérêts de la dette est un mystère. Les règlements d'intérêt de nos 100 milliards d'emprunts de guerre, ainsi que d'autres crédits de guerre, engloutissent déjà à eux seuls 8 milliards. Nous pouvons à peine augmenter les recettes de la poste et des chemins de fer. Nous ne lèverons guère peu de droits de douane. Ainsi, il ne restera probablement qu'à multiplier par 5 ou par 10 les impôts indirects, une impossibilité. Ou alors viendra la claire conscience que seule la rupture des chaînes de l'usure sera salvatrice. Une immense imposture pour nous-mêmes. Voilà ce que fut toute cette économie d'emprunt de guerre. Le peuple allemand a emprunté 100 milliards à lui-même pour sa guerre. Pour cela, il s'était promis 5 milliards d'intérêts. Il doit par conséquent payer 5 milliards d'impôts. Les avantages, c'est seulement le grand capitaliste qui en jouit, lequel touche tant de rente en capital qu'il est impossible qu'il profite de tant d'argent et de plus. Par l'impôt sur la rente du capital, on lui en reprend un pourcentage très modéré comme nous l'avons vu. L'égoïsme mesquin ne doit pas occulter le grand objectif. J'espère bien maintenant avoir exacerbé par les grandes lignes de ma démonstration l'effroi humainement compréhensible de beaucoup de lecteurs quant à la perte éventuelle des intérêts provenant de leurs belles créances. Qu'il soit maintenant brièvement démontré à l'aide seulement d'un exemple que toute cette économie d'intérêt est une grande illusion sur nous-mêmes, et je veux ici prendre exemple le plus haut niveau de ressources de la bonne bourgeoisie. Supposons un revenu du travail de chef de famille qui est de 1000 marks. On rajoute 5000 marks qui viennent de ses rentes sur le capital. De tout cela, il y a d'abord à peu près 1500 marks à payer en impôts directs, à quoi s'ajoutent des loyers trop chers, car il y a au moins 1000 ou 1200 marks à ôter pour l'éternel loyer. Encore 1000 marks devraient être absorbées par les impôts indirects pour une famille de 5 ou 6 personnes, et on reconnaît maintenant que déjà sous le régime heureux des impôts de naguère, il ne reste plus grand-chose des belles rentes sur le capital des moyens et petits épargnants. Aujourd'hui, cependant, on ne peut plus parler du tout de reliquat. Au contraire, des parts importantes du revenu du travail sont encore probablement prises par l'impôt si l'on considère les fantastiques plans fiscaux actuels. Le capitalisme ne jouit que des avantages. Tout autre est naturellement la situation pour le grand capitaliste qui perçoit 1 million de rentes de capital. De tels gens sont aujourd'hui aussi nombreux en Allemagne. En impôt sur le capital, ce bienheureux paye au plus entre 50 et 60 000 marks. En impôts en direct, il ne paye aussi pas plus que le père de famille de l'exemple précédent. Pour son ménage, il peut finalement aussi, dans cette période de vie chère, vivre cependant encore très agréablement avec 40 ou 50 000 marks. Il lui reste comptant 900 000 gentils marks pour lesquels il percevra l'année suivante 5% d'intérêt, c'est-à-dire 45 000 marks d'intérêt bancaire, et cela grâce aux charges pesant sur la population active. Le petit retraité est indemnisé. Le petit retraité, qui vit maintenant de ses intérêts, serait sans aucun doute lésé. S'il peut travailler, il devrait se décider à se procurer d'autres revenus par une activité salariée. Il se retrouvera alors toujours dans une meilleure situation que les millions de ses compatriotes qui n'ont rien, à part leur force de travail intellectuelle et manuelle. S'il ne veut pas travailler, alors il doit se résoudre à consumer sa fortune, à manger son capital, comme on dit familièrement. Pendant 20 ans, il devra toujours vivre sur son capital si son train de vie correspond à ses intérêts à 5% qui ont eu cours jusqu'à maintenant. Quant aux personnes qui ne sont pas en état de travailler ou qui sont affaiblies par l'âge ou la maladie, il faudra bien entendu leur assurer une existence décente en développant et en étendant la sécurité sociale à toutes les couches de la population.
Je me représente le système social comme il suit. Supposons une vieille dame, une veuve, qui devait vivre jusqu'à présent des intérêts d'une fortune en capital de 60 000 marks. Mais elle perd sa source de revenus à cause de la rupture des chaînes de l'usure sanctionnée dûment par la loi. Ici, cette dame aurait l'occasion, grâce à l'amélioration du système de rente viagère qui concerne les personnes de son cas, de toucher une rémunération correspondant à son capital, ce qui permettrait de revaloriser sa rente viagère annuelle en rapport avec les intérêts que lui étaient versés jusqu'à maintenant, pour lui donner une compensation en raison d'évaluation de l'argent. Ainsi, par exemple, en échange de 60 000 marks remis en titre de dette de l'État fédéral, des États fédérés ou d'obligations foncières, on lui octroiera une rente viagère annuelle de 4 000 marks. Si la veuve a des enfants, et si elle veut leur transmettre une partie de sa fortune, alors il lui est loisible de convertir 40 000 marks en rente viagère, tandis que le reliquat de 20 000 marks reste en dépôt pour les enfants. Sur les 40 000 marks, selon l'âge de la personne qui perçoit cette rente viagère, on pourrait donner à la personne qui le sollicite jusqu'à 1/12 du capital en dépôt. Qu'il soit ainsi de rechef porté à l'attention du lecteur qu'en brisant les chaînes de l'usure, le coût de la vie va devenir pour la veuve bien plus accessible grâce à la suppression des impôts écrasants. On dépasserait trop le cadre de ce traité, en cédant en détail aux intérêts de chaque catégorie de la population. Il ne peut s'agir d'intérêts personnels avec une revendication aussi révolutionnaire, et puis, tout de même, avec les répercussions que cette idée va engendrer, nous allons faire l'expérience que ses conséquences salutaires seront finalement de nouveau profitables à chacun. Sur le problème de l'affranchissement des obligations relatives au paiement des intérêts des emprunts de guerre, que je viens d'aborder juste au-dessus, je me suis efforcé de faire comprendre que le petit capitaliste, comme les centaines de milliers de ses semblables, qui ont été encouragés à donner leurs économies en vertu d'une intense campagne publicitaire à l'américaine pour la souscription à des emprunts de guerre, ne touche plus rien en intérêt parce qu'il doit au surplus payer des impôts pour cela, mais encore qu'il doit, à cause d'une législation votée spécialement pour favoriser le grand capital, contribuer à payer pour les intérêts des millions souscrits. L'intérêt pèse sur nos enfants. Je pense qu'au-delà de ces considérations hautement réalistes, seul un appel à tous les propriétaires d'emprunts qui se préoccupent du bien-être de leurs enfants devrait suffire pour leur faire accepter tout naturellement le renoncement à un intérêt perpétuel sur ce que le Reich devrait leur régler. Que perd donc le patriote qui a donné 10 000 marks à sa patrie, qui se trouvait dans le plus grand danger, si ce n'est dans ce cas autre chose qu'un droit usuraire à toucher 50 000 marks seulement en intérêt sur une période de 100 ans, sans que le capital se soit dévalué d'un pfennig. Ses enfants et ses petits-enfants devront travailler éternellement pour que ces intérêts puissent être payés avant toute autre chose. La question du remboursement des sommes empruntées peut être résolue de différentes façons. Dans ma brève idée force relative au problème qui nous est soumis et que j'ai remise au gouvernement de l'État bavarois le 20 novembre, j'ai fait la proposition de remplacer le paiement d'intérêt par un remboursement sur 20 ans, à un taux annuel de 5%. Je crois pouvoir faire par la suite une proposition encore meilleure, qui en raison de sa simplicité mérite sûrement notre préférence. Les titres d'emprunt de guerre seront déclarés monnaie légale et le paiement des intérêts sera aboli. C'est l'œuvre de Colomb. L'avantage de cette mesure est d'abord que personne en finalité ne remarque quelque chose. Les titres d'emprunt demeurent tranquillement dans les dépôts, seulement ils n'ont pas de descendance, aussi peu qu'un livre, un placard ou un autre objet de consommation qu'on a prêté à son ami. La suppression des valeurs à intérêt fixe est une thérapie sous tous les rapports, économiques comme sociaux. Si on a besoin d'argent, on n'a qu'à aller quérir une attestation de titre d'emprunt de guerre dans son tiroir et payer avec. Les attestations de titres d'emprunt de guerre ont autant de beauté et de valeur que nos autres billets de 10, 20, 100 et 1000 marks. Il ne peut être question d'une inondation du marché de ces moyens de paiement, avec un passage aussi doux d'une économie à intérêt à une économie sans intérêt. Les titres d'emprunt de guerre se trouvent déjà tous en sûreté et conservés dans les coffres des banques ou des cachettes que le peuple considère à l'abri des voleurs comme le bas de laine ou le tas de fumier. Le fait ne peut toutefois pas être nié que la monnaie émise en titre d'un montant, soit dit en passant, de 40 milliards n'est pas déjà en circulation mais thésaurisée pour la plus grande partie sous les formes décrites plus haut. Nos besoins en moyens de paiement étaient naguère dans des temps de conjoncture très favorables avant la guerre de seulement 4 à 6 milliards et maintenant que nous aurions besoin du double de cette somme, il ne peut en être question à cause des opérations financières
financières qui se font de moins en moins en liquide. Tout à fait dans le même esprit, il faut procéder à l'annulation des intérêts pour toutes les valeurs à intérêt fixe. Pour ces valeurs ainsi que pour les valeurs à dividendes, il est néanmoins plus recommandable d'appliquer le remboursement proposé à l'origine pour toutes les valeurs sur 20 ou 25 annuités et aussi surtout pour les hypothèques. Briser les chaînes de l'usure des hypothèques signifie sans aucun doute la résolution du problème de logement, la fin des loyers inaccessibles. On peut tout aussi peu admettre la raison pour laquelle le titulaire d'une hypothèque qui provient d'une somme prêtée une fois doit jouir éternellement des intérêts de celle-ci. La raison pour laquelle une affluence de gains facile et interminable doit lui être accordée. La raison pour laquelle la grande majorité d'un peuple, toujours au nom de ce principe d'intérêt malsain, doit payer des loyers importants. Ajoutons seulement qu'il ne peut être question ici d'une suppression complète des loyers, puisque l'entretien et la gestion des immeubles requièrent de l'argent et du travail. Une baisse des loyers ne pourra se produire que dans la mesure où l'on procédera au remboursement des hypothèques. Il n'y a que sur une chose que nous devons insister avec la plus grande acuité. Briser les chaînes de l'usure n'a rien à faire du tout avec tout notre travail créateur et productif de qualité, dans la mesure où cela ne constitue aucunement une entrave à l'esprit d'entreprise, au travail productif, à la production de biens, à l'acquisition de richesses. Fort au contraire, comme nous l'avons vu, cela constitue pour toute la population active et laborieuse la libération d'un joug lourd, inexplicable et étouffant. Notre vie spirituelle sera purifiée d'un poison très capiteux. La lutte contre l'intérêt n'est pas nouvelle dans l'histoire des peuples. Comme il est juste que l'on ait reconnu la fécondité du problème de l'intérêt dans le cours de l'histoire, nous reconnaissons qu'en tout temps et chez tous les peuples, ce problème a occupé les esprits. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons à divers endroits, ainsi Moïse 25.5, Moïse 15, des dispositions sur des réductions d'intérêt, au terme desquelles on devait célébrer tous les 7 ans une année jubilaire, dans laquelle toutes les dettes des citoyens devaient être réduites ou apurées. Solon, en 594 avant Jésus-Christ, a aboli par la loi la servitude personnelle pour dette. On a appelé cette loi la grande Sichashti, littéralement, qui débarrasse du fardeau, qui secoue le joug du fardeau. Dans l'ancienne Rome, la Lex Gemitia, en l'an 332 avant Jésus-Christ, interdisait sous autre forme de procès aux citoyens romains d'exiger des intérêts. Sous le règne de l'empereur Justinien, on promulgua une interdiction des intérêts composée avec une disposition qui prévoyait que l'on n'avait plus aucun droit d'exiger des intérêts lorsque les intérêts en souffrance s'étaient accumulés jusqu'à égaler le montant du capital prêté à l'origine. Le pape Léon Ier, le Grand, promulgua en 443 une proscription générale du prêt à intérêt. Il était jusqu'à présent uniquement défendu aux clercs d'exiger des intérêts d'un prêt. Dès lors, l'interdiction de l'intérêt devint partie du droit canonique et prescription obligatoire aux laïcs. Peu à peu, la législation temporelle s'est aussi alignée sur les conceptions canoniques et menaça même le prêt à intérêt de châtiment. Nous trouvons cela dans les ordonnances de la police du Saint-Empire, des années 1500, 1530 et 1577. Pourtant, de telles lois furent beaucoup combattues et diversement contournées. Il faut encore mentionner dans ce petit compendium historique comme un fait historique étonnant que pendant que le droit canonique du XIe au XVIIe siècle interdisait le prêt à intérêt aux chrétiens, il était autorisé aux juifs. Il serait extrêmement intéressant d'analyser quels phénomènes aberrants ont mené chaque fois à ces sisashti, c'est-à-dire à des mesures de répression de l'usure. Il serait particulièrement précieux d'entrevoir quels pouvoirs et quelles forces ont toujours à chaque fois enfreint les interdictions d'intérêt. Au Moyen-Âge, on tranchait bien sûr la question très rapidement avec les usuriers. Les paysans ou les citadins pressurés s'associaient et abattaient l'usurier. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un tout autre stade d'évolution du problème de l'intérêt. De tels programmes sont aujourd'hui profondément réprouvés. Il ne s'agit aussi plus du tout de manifestations pathologiques isolées localement, qui peuvent être combattues en extirpant le foyer de suppuration. Il s'agit d'une grave maladie pour toute l'humanité. On peut tout particulièrement insister sur le fait que précisément dans notre culture actuelle, l'internationalisation des relations économiques a rendu si criminel le principe d'intérêt. Les antécédents historiques qui ont été donnés ne doivent en aucun cas constituer une analogie avec les conditions actuelles. Quand les Babyloniens s'imposaient aux Assyriens, les Romains aux Carthaginois, quand les Germains vainquaient les Romains,
Il ne pouvait y avoir de continuité de l'usure, il n'y avait pas de puissance mondiale internationale. Les guerres n'étaient pas financées par les emprunts, mais avec les richesses accumulées pendant la paix. David Hume nous donne un très bon résumé de tout cela dans son traité sur le crédit d'État. Il n'y a que dans l'époque moderne, avec la continuité juridique de la propriété et le droit international, que les capitaux boursiers augmentent à l'infini. Le sou, qui au temps de la naissance du Christ fut placé à intérêt, n'existe plus, parce qu'entre-temps, tous les droits garantissant la propriété ont dû ployer sous la violence des vicissitudes de l'histoire. En revanche, il existe encore le pfennig que le vieux Rothschild a placé avec intérêt et il existera pour toute l'éternité s'il y a un droit international. Il y a de plus matière à méditation dans le fait que sur de vastes étendues de la Terre, ce n'est seulement que dans les temps modernes que l'on est passé d'une économie naturelle à une économie financière. Il est tout aussi particulièrement important dans ce contexte d'observer que c'est seulement au milieu du siècle dernier que toutes les restrictions relatives aux prêts à intérêt, notamment la prohibition concernant l'intérêt, furent relevées. Ainsi en Angleterre en 1854, au Danemark en 1856, en Belgique en 1865, en Autriche en 1868. Par conséquent, la notion d'intérêt considérée aujourd'hui comme consubstantielle à la possession de capitaux n'est pas plus vieille que le demi-siècle. Mais c'est précisément ce concept d'intérêt qui a d'abord fait de l'argent une puissance démoniaque de domination universelle, ainsi que nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est que du milieu du siècle dernier que date aussi le début de l'endettement de plus en plus important des États à l'égard des capitalistes. Ce n'est que depuis cette époque que nous voyons l'État déchoir de sa vocation de mandataire de la communauté du peuple pour embrasser celle de mandataire des intérêts capitalistes. Cette évolution a atteint son paroxysme dans les emprunts de guerre que nous rencontrons dans tous les pays, lesquels servent exclusivement, comme nous l'avons reconnu, les intérêts du veau d'or, lequel entend maintenant ceindre la couronne de la souveraineté universelle en raison de la gigantesque emprise du crédit sur le monde. Puissent ces courts rappels nous familiariser avec le fait que nous devons définitivement rompre avec l'idée que le capital financier détienne le pouvoir surnaturel de croître éternellement et inexorablement de manière inconditionnée par lui-même. Ce capital financier est pourvu d'une force d'exploitation effroyable. Nous devons aussi en finir avec l'idée que le capital financier doit pouvoir siéger dans les nuages, hors d'atteinte de l'histoire du monde et de la fuite du temps, inaccessible au caractère éphémère et fugitif des choses terrestres, inaccessible à la violence du chaos, hors d'atteinte des tirs de nos canons géants. Car les usines et les maisons, les chemins de fer et les ponts peuvent bien être réduits en poussière et en cendres, les hypothèques demeurent et persistent, et les obligations publiques et les titres de dette de la Société des chemins de fer ne s'éteignent pas pour autant. Des villages, des îles, des provinces entières peuvent être victimes de destructions insensées, qu'importe cela signifie de nouvelles obligations. L'international de l'or, trônant au-dessus des limbes célestes, assiste avec des yeux étincelants de cupidité et d'avidité aux agitations démentes de l'humanité. Et le temps approche où l'humanité tout entière servira enfin complètement le veau d'or comme une esclave de l'intérêt. L'idée est internationale, elle doit libérer le monde. Gloire à la nation qui osera le premier pas hardi. Bientôt, suivons toutes les autres. La question que l'on m'a souvent posée fut de savoir si cette idée est seulement applicable au niveau de la nation. Je répondis que oui. Nous sommes endettés dans le sein même de notre pays. Contre les exigences étrangères de l'intérêt, nous sommes par conséquent à l'heure actuelle impuissants. Ces intérêts doivent être tout simplement payés. Nous devons dans la mesure du possible empêcher la fuite démesurée des capitaux. Mais pas plus que les législateurs ne se laissent dissuader de légiférer contre le meurtre, l'homicide, l'escroquerie, parce qu'il y aura toujours, comme on dit, des scélérats. Pas plus un peuple dans sa totalité n'a le droit de se laisser dissuader de faire un pas nécessaire et reconnu dans la voie de l'assainissement de ses finances, pour la seule raison que ce n'est pas la meilleure partie de ce peuple qui essaye de mettre en sûreté son argent volé à l'étranger. Supposons le cas où des centaines, voire des milliers de millions de titres d'emprunt de guerre soient transférés à l'étranger. Eh bien cela ne pourrait pas être encore un élément décisif pour mettre un terme à notre processus d'émancipation des chaînes de l'usure. Car d'après l'ordre de grandeur, la plus grande partie de toutes les valeurs de placement national à intérêt fixe, totalisant une somme supérieure à 250 milliards, devrait demeurer logiquement dans le marché intérieur. Nous voulons encore une fois brièvement récapituler. Briser les chaînes de l'usure est le moyen radical pour l'assainissement définitif et durable de nos finances.
Briser les chaînes de l'usure signifie la possibilité de la renonciation à des impôts directs et indirects écrasants, parce que les entreprises publiques jusqu'à maintenant ont déjà et seulement après avoir mis en œuvre la socialisation de certaines branches de l'économie qui s'y prêtaient, navigation fluviale, distributions électriques, trafic aérien, versé assez d'excédents dans les caisses de l'État pour couvrir toutes les dépenses relatives aux missions sociales et culturelles de celui-ci. Au-delà de ce point de vue financier, briser les chaînes de l'usure accordera au travail créateur dans toutes les branches professionnelles la première place qui lui est due. Nous redonnerons de nouveau à l'argent le seul rôle qui peut lui échoir, être un serviteur dans l'énorme et intense fonctionnement de notre économie. Il deviendra de nouveau ce qu'il est, un indice du travail qui a été accompli et fourni, et ainsi nous pourrons nourrir plus facilement un plus grand dessein, l'aversion pour la cupidité frénétique de notre époque. Notre idée se propose d'établir un front uni de toute la population active et laborieuse, du travailleur démuni, qui, comme nous l'avons vu, est fortement mise à contribution par le truchement de l'impôt indirect pour la satisfaction du capital financier, à la totalité de la classe bourgeoise, des fonctionnaires et des employés, de la classe paysanne et des classes moyennes entrepreneuses, qui, sous la forme de la pénurie de logements, de rentes foncières, d'intérêts bancaires, etc., commencent à faire l'expérience, eux aussi, des effets impitoyables du despotisme de l'argent. Ce front uni jusqu'aux élites, les inventeurs et les dirigeants de nos grandes industries, qui tous sans exception se meuvent, peu ou prou dans les griffes du grand capital financier, et pour lesquels toute la noblesse de l'existence s'appellera toujours, œuvrer assidûment à la réalisation de rentes, d'intérêts ou de dividendes pour les puissances financières agissant en coulisses. Tous les cercles d'intellectuels, d'artistes, d'écrivains, de comédiens, de scientifiques, ainsi que les autres membres des professions libérales n'en font pas moins aussi partie. Le grand capital financier peut bien consciemment ou instinctivement, comme groupe naturel de personnes ou comme personnification du principe de l'intérêt, chercher à dissimuler la réalité de son avidité frénétique de domination. Notre jurisprudence procédant du droit romain et partant de la protection de la droite au service de la plutocratie peut bien avoir mis au premier plan la garantie de la propriété. Cette jurisprudence peut ainsi avoir pénétré dans la conscience juridique de notre peuple. Il n'en demeure pas moins que nous devons briser les chaînes de l'usure. C'est la seule issue pour échapper à l'asservissement économique menaçant le monde entier par l'international de l'or, ainsi qu'un des moyens pour bannir le poison du veau d'or qui avilit et contamine la mentalité de notre époque.